La valeur éducative de la télévision. Chapitre 5. La première adolescence. Que trouve-t-on dans ce passage? Un bout d'histoire. La télévision a longtemps été perçue comme un outil éducatif révolutionnaire. Le Dr Fitzhugh Dodson souligne l'enthousiasme initial des chercheurs pour son potentiel. Dans les années 70, les enfants avaient accès à des programmes télévisés diffusés à des heures spécifiques, avec moins de chaînes et de choix qu'aujourd'hui. Des émissions comme Sesame Street et Mr. Rogers' Neighborhood étaient conçues pour être éducatives et adaptées aux enfants. Cependant, même dans ce contexte optimiste, le Dr Dodson émettait déjà des réserves, préconisant des activités motrices comme grimper, sauter, courir, estimant que ces expériences physiques étaient fondamentales pour le développement global de l'enfant. Aujourd'hui, avec le recul et les études plus récentes, nous savons que la télévision, en particulier lorsqu'elle est consommée en excès dès le plus jeune âge, peut avoir des effets négatifs sur le développement de l'enfant. Une surexposition peut limiter le développement du langage et perturber les capacités de communication, car ces compétences se construisent avant tout à travers les interactions humaines réelles. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Selon une étude récente de l'INSEE, publiée en 2022, 83% des enfants de 2 ans regardent la télévision. Et cette proportion atteint 98% à 5 ans et demi. Mais qu'en est-il des autres outils numériques? Smartphones, tablettes, ordinateurs. 73% des enfants de 2 ans ne les utilisent pas encore, mais cette proportion tend à diminuer avec l'âge. À 3 ans et demi, ce chiffre baisse à 58%, puis à 5 ans et demi, cette part tombe à 46%. Ces chiffres indiquent que, bien que la majorité des enfants de 2 ans soient encore éloignés des écrans numériques, leur utilisation devient plus courante à mesure qu'ils grandissent. Ces informations soulignent l'importance de surveiller et de réguler l'exposition des jeunes enfants aux différents types d'écrans, en tenant compte des recommandations des experts en développement de l'enfant. Les interactions humaines sont une clé au développement de l'enfant. Si on y réfléchit, en nous appuyant sur les enseignements du Dr Dodson, tout prend sens. Chanter une berceuse, ce n'est pas juste apaiser un bébé. C'est un échange riche et essentiel. Pendant cet instant de douceur, les regards, les expressions du visage, tout cela aide le bébé à décrypter les émotions et à faire ses premiers pas vers la communication. Ces moments renforcent aussi le lien affectif grâce à la libération d'endorphines, qui procure bien-être et apaisement, et d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Jouer, parler ou chanter active même son système de récompense en libérant de la dopamine. Chaque interaction positive pousse le bébé à répéter et à explorer encore plus, encouragé par l'attention et l'amour de sa maman. Mais alors, que se passe-t-il quand les écrans prennent une grande place dans cette relation? Ces outils construisent un véritable rempart entre l'enfant et sa mère. Ils remplacent le sourire, les câlins, les jeux et les comptines qui sont pourtant essentiels pour son développement. L'enfant surexposé aux écrans reçoit des doses constantes de dopamine, beaucoup plus faciles et abondantes qu'avec des interactions humaines. Les algorithmes des contenus numériques captivent son attention en permanence, réactivant sans fin la zone de récompense de son cerveau. Peu à peu, il se désintéresse de ses parents, de ses jouets et des découvertes naturelles. Quelles sont alors les conséquences sur le développement de l'enfant? Retard dans le développement du langage, troubles du sommeil, isolement social, risque accru d'obésité, problèmes de vision. Les experts recommandent de limiter les écrans avant 3 ans et de privilégier les interactions humaines directes et les activités physiques qui sont fondamentales pour un développement sain. Maintenant, je vous invite à une réflexion plus large. L'impact de la surexposition des écrans sur les parents. Des études menées par le ministère des Solidarités et de la Santé
indique que les enfants surexposés aux écrans ont souvent des parents eux-mêmes grands consommateurs d'écran. Mais que nous enseigne le docteur Dodson? Il nous rappelle que la discipline commence par nous-mêmes. Vous êtes leur premier exemple, leur professeur, et eux, votre disciple. Moins nous donnons de temps et d'attention à nos enfants, plus ils remplaceront ce manque par les écrans. Maintenant, qu'en est-il du parent addict? Crée-t-il suffisamment de moments propices aux jeux et aux activités à deux afin de nourrir ce lien affectif? Malheureusement, la source de dopamine apportée à l'enfant est aussi addictive pour le parent, qui éprouve alors le même désintérêt à jouer avec lui. Voici un exemple tragique qui illustre ce que je viens de dire. En 2010, un jeune couple coréen, accro à Internet, a laissé mourir de faim leur bébé, trop occupé à élever un bébé virtuel dans un jeu en ligne. Cet exemple extrême illustre une réalité préoccupante. Sans aller jusqu'à de telles extrémités, chaque moment où un parent choisit un écran au lieu d'interagir avec son enfant contribue à affaiblir leur relation. Ce désintérêt, bien que subtil et parfois involontaire, peut avoir des conséquences durables sur le lien affectif et le développement de l'enfant. Cet exemple met en lumière une vérité essentielle. À moindre échelle, le désintérêt existe déjà. Chaque moment où un parent choisit son écran au lieu de jouer, parler ou échanger avec son enfant contribue à creuser un fossé relationnel. Les conséquences, bien que moins visibles que dans cet exemple extrême, peuvent marquer durablement le lien parent-enfant. Quelles sont les solutions? 1. Un sevrage progressif. En effet, un sevrage brutal des écrans peut entraîner des effets négatifs importants sur l'enfant, tant sur le plan psychologique que comportemental. Pour réduire les risques de dépendance, il est essentiel de proposer à l'enfant des alternatives enrichissantes et dans un cadre bienveillant, par exemple une activité sportive ou des sorties en famille. 2. Reprendre le contrôle de notre temps. Dans les années 70, nous disposions de 25 à 30 heures de temps libre par semaine. Mais aujourd'hui, les distractions numériques capturent notre attention. Faire des choix conscients et privilégier des activités partagées permet de récupérer ce temps précieux. Maintenant, je voudrais aborder un autre point, l'importance de l'implication parentale. J'ai pris l'exemple de l'histoire de Ben Carson. Le docteur Ben Carson, célèbre neurochirurgien, a grandi dans une famille modeste. Sa mère, Sonia Carson, bien qu'illettrée, limitait strictement leur temps devant la télévision et les encourageait à lire 2 livres par semaine. Cette discipline a transformé Ben Carson, qui est devenu une figure inspirante. Cet exemple montre que l'implication parentale et les choix éducatifs peuvent transformer une vie, indépendamment des moyens financiers. En conclusion, la qualité du temps et des interactions que nous offrons à nos enfants reste la clé de leur développement. Dans une prochaine vidéo, nous verrons un autre sujet crucial abordé par le docteur Dodson, la jalousie entre enfants et comment les parents peuvent y faire face. Alors n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À bientôt!